Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 25 septembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu de nouvelles félicitations de la part du monarque, de chefs d'État et de gouvernement suite à sa réélection pour un second mandat présidentiel. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chengheliha a présidé l'installation officielle du général Rochdi Fethi Moussaoui dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure. Un volet économie ce soir avec la stratégie de l'État pour le développement des startups, un secteur redynamisé ces dernières années. L'industrie automobile en voie de l'être. Ces acteurs discutent des moyens et mécanismes. La coopération continentale en fait partie. Rentrée universitaire, gros plan sur la double diplomation introduite cette année et qui permet aux étudiants de terminer leur cursus avec une formation additionnelle. En reportage dans ce journal. À l'étranger, crainte d'un nouvel assaut de migrants contre l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc. Une tension constante qui traduit le désespoir de nombreux Marocains victimes de la politique d'exclusion du Marzen. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, suite à sa réélection pour un second mandat présidentiel, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu les félicitations du président de la République démocratique du Congo au nom du peuple congolais, en son nom, qualifiant la réussite du président de témoignage éloquent de la confiance placée en lui par le peuple algérien. Félix-Antoine Tshisekedi a souligné la volonté de son gouvernement de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, adressant au président ses vœux de bonne santé et de plein succès dans ses missions. Félicitations également du roi du Danemark, Frédéric André Henrik Christian, au président de la République dans un message dont voici le contenu. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes vives félicitations à l'occasion de votre réélection en tant que président de la République algérienne démocratique et populaire. Je vous fais part, Monsieur le Président, de ma satisfaction quant au niveau positif des relations bilatérales entre les deux pays, vous assurant de ma disponibilité à œuvrer à leur pérennité. Je vous souhaite ainsi qu'au peuple algérien davantage de prospérité et de bien-être. Le président de la République de Roumanie, Klaus Iohannis, a adressé également un message de félicitations au président de la République, Ahmed Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat lors de la présidentielle du 7 septembre 2024. Le président roumain a réaffirmé au président sa conviction que les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays continueront de se développer au service des deux peuples, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien davantage de prospérité. De son côté, le chancelier fédéral de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Scholz, a félicité le président de la République, Ahmed Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat en tant que président de la République algérienne démocratique et populaire, assurant que le gouvernement allemand est disposé à approfondir les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Allemagne. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chengheliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mercredi l'installation officielle du général Rochdi Fethi Moussaoui dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure en remplacement du général-major Mhenna Djebbar. Les détails par Malim Damis. Des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chengheliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'installation officielle du général Rochdi Fethi Moussaoui dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure en remplacement du général-major Mhenna Djebbar. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا
Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 19 septembre 2024, j'installe officiellement le général Rochdi Fethi Moussaoui dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, en remplacement du général-major Mhenna Djebbar. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité et d'exécuter ses ordres et instructions dans l'intérêt du service, conformément aux règlements militaires et aux lois républicaines en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants shuhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Cette occasion était une opportunité que le général d'armée a saisie pour dispenser au cadre de cette direction un ensemble d'instructions et d'orientations afin de continuer à consentir davantage d'efforts au service de l'Algérie et pour préserver ses intérêts suprêmes, les exhortant à soutenir leur nouveau chef et l'assister dans l'accomplissement de ses missions en s'engageant totalement et fidèlement à s'acquitter des missions dévolues avec toute la rigueur et la persévérance nécessaires. Le général d'armée a salué les qualités du général-major Mhenna Djebbar et les rôles importants qu'il a tenus au sein de l'institution militaire, comptant parmi ceux qui ont consacré leur vie au service de la nation et à la défense de la République, en ce qu'il a assumé comme responsabilité avec succès et maîtrise, faisant preuve tout au long de son parcours professionnel de haute compétence, d'un professionnalisme avéré et une grande capacité à traiter minutieusement les différents dossiers. Par la suite, le général d'armée a supervisé la cérémonie d'approbation du procès-verbal de passation de consignes. Réunion du gouvernement ce mercredi présidée par le Premier ministre Nadel Arbaoui est consacrée au suivi de la rentrée scolaire et universitaire ainsi qu'à l'examen d'un projet de décret exécutif fixant les conditions et les procédures d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement. Par ailleurs, et en application des directives du président de la République relatives à l'organisation du commerce extérieur, le gouvernement a examiné les moyens de renforcement du cadre réglementaire relatif à la protection et à la promotion de l'économie nationale à travers la régulation des importations et des exportations et la consolidation des équilibres économiques afin d'éviter tout déséquilibre du marché national. Dans le même cadre, le gouvernement a parachevé l'examen du projet de décret exécutif relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail. Et enfin, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public. L'économie est l'un des secteurs qui connaît une véritable dynamique. Les start-up, il en existe actuellement 8000 dans le pays et les autorités tablent sur la création de 12 000 autres dans un avenir proche. Ce bond quantitatif et qualitatif est dû aux nombreux mécanismes d'aide instaurés pour encourager l'entrepreneuriat et la création de micro-entreprises, l'accompagnement également des porteurs de projets. Sonia Gassi, Malim Damis. في 2020 ب 200 مؤسسة ناشئة. اليوم رانا في ما يقارب 8000 وألتزم أن العدد سيصل إلى 20000 à نهاية العهد إن شاء الله. Les chiffres témoignent de la stratégie du président de la République Abdelmadjid Tebboune visant à dynamiser l'entrepreneuriat et à encourager la création d'entreprises en misant sur la créativité et l'innovation des jeunes porteurs de projets. L'engouement pour ce modèle économique continue de s'intensifier. Ce contexte ouvre de nouvelles perspectives pour les jeunes et les étudiants, leur offrant l'opportunité de concrétiser leur ambition et de s'intégrer pleinement dans l'univers de l'entrepreneuriat. Les décrets ministériels promulgués pour soutenir les startups ont été appliqués. Chaque porteur de projet qui souhaiterait se lancer bénéficiera d'une aide financière ou académique. L'université algérienne soutient les porteurs de projets. À partir d'un petit projet, nous pouvons atteindre de grandes réalisations. La recherche scientifique permet de résoudre de nombreux problèmes auxquels les entreprises sont confrontées. Ainsi, l'étudiant peut créer des entreprises, répondre aux défis des entreprises et générer des emplois et de la richesse, contribuant ainsi à redynamiser l'économie nationale. Le président de la République, avec sa vision prospective, a soutenu le secteur économique en s'appuyant sur tous les facteurs susceptibles de bâtir une économie solide, notamment à travers la création de start-up.
Ces jeunes entreprises sont appelées à jouer un rôle central dans le renforcement de l'économie. En parallèle, il a instauré un cadre législatif et réglementaire favorable visant à les accompagner vers l'excellence. Il a déclaré à plusieurs reprises que son second mandat sera un mandat économique. En effet, 70% de la population algérienne est composée de jeunes, dont beaucoup possèdent des qualifications universitaires spécialisées. Dans ce cadre, une école supérieure spécialisée en intelligence artificielle a été créée, ainsi que des agences d'investissement consacrées au financement de toutes les entreprises moyennes et des start-up. Dans ce contexte, l'université joue un rôle positif et actif. L'université algérienne joue un rôle central en tant qu'incubateur d'idées, offrant les ressources et le soutien nécessaires pour concrétiser ces projets. Ainsi, les jeunes diplômés porteurs de projets innovants voient leurs perspectives élargies, les incitant à s'investir dans la recherche et le développement. Les acteurs du secteur automobile réunis ce mercredi à l'initiative de la Confédération des industriels et des producteurs algériens. Il s'agit de lancer la réflexion et échanger autour des moyens de renforcer le tissu industriel, notamment à travers la sous-traitance. La coopération continentale est l'une des approches adoptées. Le compte-rendu de Walid Yousfi. Le développement de l'industrie automobile était à l'ordre du jour de cette conférence organisée par la Confédération des industriels et producteurs algériens. Un événement qui rassemble les principaux acteurs du secteur automobile, de l'industrie et de la sous-traitance en Algérie. L'objectif étant d'encourager la participation de chaque maillon de cette industrie, notamment les constructeurs, équipementiers et sous-traitants, pour faire valoir les atouts de l'Algérie pour devenir un hub automobile en Afrique du Nord. Nous avons tenté de rassembler ici les maillons de l'industrie automobile en Algérie, que ce soit les constructeurs, les fabricants de pièces de rechange ou encore les producteurs de matières premières. Nous avons beaucoup de potentiel en Algérie. L'Algérie a aussi comblé le manque en matières premières. On peut prendre le fer à titre d'exemple. Les batteries de voitures sont aussi un problème majeur en Afrique. En Algérie, nous avons 14 fabricants de batteries, produisant un total de 5 millions de batteries par an, ce qui est considérable. En marge de cet événement, un protocole d'entente a été signé entre la CIPA et l'Association africaine des constructeurs automobiles afin de promouvoir une approche intégrée du développement de ce segment au niveau continental. L'Algérie est un pays à grand potentiel, surtout dans l'automobile. Et donc, nous voulons faire, à travers l'Association africaine automobile, faire connaître l'Algérie avec tous les potentiels qu'elle représente. Et ça ne sera pas seulement pour les investissements locaux et le marché local, mais ça sera aussi pour l'exportation. L'Association africaine des constructeurs automobiles et fabricants de pièces de rechange avec qui nous avons signé aujourd'hui a pour objectif d'aider à élaborer les stratégies de développement d'industrie automobile par pays, mais en prenant en considération les avantages comparatifs de chaque pays et travailler à l'intégration de toutes les capacités de production et à promouvoir les échanges intercontinentaux. Fabriquer une voiture africaine pour les Africains, par les Africains, en prenant en considération les avantages comparatifs pays. L'Algérie et le continent africain affichent une volonté de coopérer et de structurer les efforts de manière intégrée au niveau continental pour développer une industrie automobile compétitive. Entrée universitaire, un des changements à retenir cette année, la possibilité pour la première fois d'une double diplomation, double formation. Cela se fait désormais dans certaines filières des universités du pays. L'étudiant peut accéder à des matières complémentaires simultanément, c'est-à-dire des modules en plus de ses études initiales. Explication de Yanis Saïd Belkacem. Un seul bac, 2 diplômes, c'est désormais possible. Nous sommes à l'université d'Alger 3 où cette nouvelle option suscite un intérêt grandissant parmi les nouveaux inscrits. C'est une première expérience que nous lançons en cette rentrée universitaire 2024-2025. Elle comptera 2 spécialités dans le cadre du double diplôme. Cela signifie que l'étudiant suit un programme dans une spécialité, mais à la fin de sa 3e année, il reçoit un autre diplôme. Cela veut dire que l'étudiant suit des modules en communication et des modules en relations internationales simultanément. Option ouverte seulement aux étudiants ayant obtenu une moyenne supérieure à 14 au baccalauréat.
L'expérience concerne 230 étudiants, dont la moyenne varie entre 14 et 17. Ce choix leur appartient bien sûr en suivant un parcours de formation très riche. À la fin de ce parcours, l'étudiant obtient 2 diplômes, un en communication et un autre en sciences politiques, ou en communication et un en sport, ou encore en communication et sciences économiques. Il s'agira de suivre les 2 cursus en faisant l'équilibre entre l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance. Il est possible également de suivre les 2 cursus dans la même université. Un challenge pour les étudiants, mais aussi une possibilité aux multiples débouchés. J'ai choisi cette spécialité car j'ai toujours aimé la politique, mais en même temps, j'ai toujours été fascinée par le monde des médias. Cette option est donc idéale pour moi car elle augmente mes chances de trouver un travail plus tard. Si je n'en trouve pas dans le domaine de la politique, je pourrais me rabattre sur les médias. De préférence, ça c'est vrai. Après 50 heures du 2 diplômes, c'est mieux bien sûr, mais راح يكونوا كاينين بزاف لي زيفور عليه. مي بوغ ان élève excellent ويقدر ويشوف روحو بلي capable, c'est bien يخرج ب2 diplômes à la fin. La double diplomation est une nouvelle réforme permettant aux universités de s'adapter aux mutations constantes du marché du travail. Elle permettra aux étudiants d'acquérir le maximum de compétences afin d'accroître leur employabilité et faciliter l'insertion des nouveaux diplômés dans la vie socio-économique du pays. Le principal objectif est d'offrir une formation plus spécialisée et de produire un étudiant créatif et innovant, en particulier dans son domaine et sa spécialité. Ce qui est demandé aujourd'hui à l'université, c'est de jouer un rôle clé pour élever le niveau de la formation et suivre les transformations actuelles. Le secteur de l'enseignement supérieur évolue vers une plus grande polyvalence pour une meilleure optimisation des compétences, offrant aux étudiants les outils pour relever les défis de demain. Dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale étrangère, Ahmed Attaf, a présidé à New York une réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe A3+. Ce dernier comprend les 3 pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie, la Sierra Leone et le Mozambique, ainsi que la République coopérative du Guyana, qui a des liens de solidarité historique avec le continent africain. La Somalie a également pris part à cette réunion en prévision de son mandat au Conseil de sécurité qui débutera le 1er janvier 2025, succédant au Mozambique. À l'initiative de l'Algérie qui assure la coordination du groupe, cette réunion a permis de renouveler l'engagement pour une concertation régulière et une coordination étroite sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité et d'examiner les moyens de préserver ce mécanisme, de le rendre plus performant et plus cohérent. La rencontre s'inscrit également dans le cadre des préparatifs de la prochaine édition de la conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, prévue début décembre à Oran. Et poursuivant ces rencontres bilatérales en marge du débat général de l'Assemblée des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères a eu des entretiens avec plusieurs de ses homologues de pays frères et amis. Ahmed Attaf a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Nicaragua. Attaf a également rencontré le ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Slovaquie, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la République d'Estonie. Et cette information, l'État algérien a déposé une plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris pour diffusion de fake news à l'encontre de la députée européenne Sarah Nafou du parti Reconquête. La députée européenne Sarah Nafou est la compagne du multi-condamné pour haine raciale Éric Zemmour, connu pour ses positions anti-immigration et surtout anti-algérienne. Cette précision de la Direction générale de la communication de la présidence de la République, les directeurs généraux de l'agence algérienne Algérie Presse Service et de l'établissement public de télédiffusion sont toujours en poste et donnent satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions, précise le communiqué.
Le communiqué justement des opérations de l'ANP durant la semaine écoulée dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu 2 terroristes et a récupéré un fusil semi-automatique de type Simonov et d'autres objets, et ce lors d'une opération qualitative à Tébessa. Dans le même contexte et grâce aux efforts des unités de l'armée nationale populaire, le terroriste dénommé Ould el-Bekkay Mohamed Di Hamma s'est rendu aux autorités militaires à Bodj Beji Mourtar et en 6e région militaire. En sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 12 éléments de soutien au groupe terroristes lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 30 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 11 quintaux de kif traités provenant des frontières avec le Maroc. Alors que 13 kg de cocaïne, 862 300 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Bodj Beji Mourtar, In Salah et Tindouf, des détachements de l'ANP ont arrêté 237 individus et saisi 17 véhicules, 92 groupes électrogènes, 49 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 15 autres individus ont été arrêtés, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 5 pistolets automatiques, 10 fusils de chasse, 76 700 litres de carburant, 68 quintaux de tabac ainsi que 386 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisies. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 176 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 288 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. À l'étranger, la question des disparitions forcées au Sahara occidental est examinée par le comité afférent à l'ONU. Les auditions qui ont débuté hier placent le Maroc pour la première fois sous examen. Le Marzen systématiquement utilise cette méthode comme outil de répression et pour supprimer les droits du peuple sahraoui. Majda Jahmoun. Depuis l'invasion du Sahara occidental en 1975, le Maroc fait face à des accusations persistantes concernant l'usage des disparitions forcées pour réprimer le peuple sahraoui et nier son droit à l'autodétermination. Le groupe de travail sur les droits de l'homme au Sahara occidental souligne que les responsables de ces disparitions n'ont jamais été traduits en justice. De plus, beaucoup occupent toujours des postes influents dans l'armée d'occupation marocaine, une impunité qui, selon le groupe, alimente un climat de peur parmi les Sahraouis. Dans le rapport de 114 pages soumis au comité de droits de l'homme de l'ONU, la société civile sahraoui, avec l'appui du comité norvégien de soutien au Sahara occidental, a dénoncé les violations systématiques des droits humains pour les autorités marocaines. Le document exhorte à la création d'un organe indépendant chargé de mener des enquêtes sur ces crimes. Ralia Jimi, une ancienne victime de disparition forcée, a témoigné de l'impact dévastateur de ces pratiques devant le comité de l'ONU, décrivant le climat d'intimidation qui persiste et qui plonge les familles des disparus dans une angoisse permanente. Face à l'absence de la surveillance internationale et l'interdiction depuis 2015 faite au commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies d'accéder au Sahara occidental, le groupe de travail a publié en juin 2024 un rapport intitulé « Des voix se libèrent de la répression », appelant à une intervention urgente pour protéger les droits humains dans cette région sous occupation.
Et crainte d'un nouvel assaut de migrants contre l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc. De nouveaux appels sont lancés sur les réseaux sociaux pour réitérer la tentative d'évasion 10 jours après la première où des centaines de candidats à l'immigration ont essayé de forcer le passage frontalier. Une tension constante qui traduit le désespoir de nombreux Marocains, nous dit Amal Mouarba. Sur ces images partagées sur les réseaux sociaux qui ont fait le tour du monde, un nombre impressionnant de forces de sécurité du Marzane, déployées pour traquer les jeunes Marocains dans ce qui est considéré comme l'une des plus grandes évasions vers l'enclave espagnole de Ceuta. Ces jeunes candidats à l'immigration clandestine ont préféré risquer leur vie en ralliant par la mer la ville espagnole plutôt que de tomber entre les mains des tortionnaires du Marzane. علاش لا خدمه لا والو ودوايه في الشكاره هاز الدواء ومريض ومسخسخ ومدقدق علاش باش نخرج وانا راه كنجلس حدا امي ملي كنشوفها ما عندها ما تاكل وما كاين لا خدمه وكندخل ومقلقه وكاعيه عليا وما كاينه لا خدمه لا والو راه والله ما نمشي وما لقاش الخدمه ونعيط لها نقول لها راني لاباس وبعيد عليها وما نجلسش حداها وكتموت عرق بعرق راه لا اله الا الله محمد رسول الله. Cette fuite collective illustre le ras-le-bol des Marocains, plongés dans un désarroi total et d'une jeunesse désespérée en quête de justice et d'espoir. وما كرهتش انا نمشي لها ونهز ولدي ونمشي لها اخويا كانت عندي الفلوس دابا من دابا تلقاني اخويا مشيت والله حتى معذبين صحتنا مهرسين في كتافنا وما لقينا باش نداوى اخويا معذبين هما الغلاء بزاف وما خدامين مردامين وانا نخدموا اخي شي خدمه ب 70 درهم والو ما لقيناهاش ومعذبين اخويا. Il faut dire qu'au Maroc, l'immigration clandestine devient une forme de protestation sociale face à la détérioration des conditions de vie. 10 jours après la tentative de grande évasion, le 15 septembre dernier, de nouveaux appels sont lancés pour un autre assaut contre l'enclave espagnole de Ceuta. Les appels sont d'ailleurs largement partagés par des milliers de jeunes sur les réseaux sociaux. Le rendez-vous est donné pour le lundi 30 septembre. المسؤول اخويا هما دوك الناس راه قهرونا اخويا وحق الرب العظيم يشحشوهم راه عيينا والله يشعينا قسما بالله. Alors que les Marocains vivent constamment sous une oppression politique, sociale et économique, les institutions sont quant à elles aux abonnés absents. البرلمان راك عارفين 40 برلماني راهم دابا مقبوطين اللي في المخدرات واللي في الفساد واللي نهبوا الاموال وباقيين وحدين اخرين حتى هما جايين لهذه المؤسسه غير باش يسخروا المؤسسات ديال الدوله من اجل اثراء غير مشروع. نساو بان كاين الظلم، نساو بان كاين الفساد، نساو بان كاين البزناسه. Complètement déconnecté de la réalité, Mohamed VI, qui mène un train de vie luxueux, a quant à lui tourné le dos à son peuple, plongé dans une crise sans précédent, dans un pays qui vit désormais sous une tension permanente. Pour le monarque occupé à déloger les Marocains de leur maison au profit de ses projets personnels, l'indemnisation des sinistrés des inondations et du séisme est le dernier de ses soucis. ولادنا ما بقاوش كيقراو حبسوا لنا المدارس فين غادي يقراو مدرسه ما كايناش ريبونا وخلوا لنا النص ديال الحوايج ماشي الحوايج كاملين النص ديال الحوايج هما في الزنقه هما محطوطين جاو قالوا لنا خرجوا من الدار صافي خرجوا لا ما بغيتش تخرج غنريب عليك وفعلا هما ريبوا على الحوايج ما كيعقلوش على المواطنين نهائيا ما عاقلينش على المواطنين نهائيا مضيعينهم مشردين ولادهم شتوهم ما خلاهم ما داروا هاد الناس والله ياخذ الحق. Critiqué pour sa gestion autoritaire et répressive, le régime du Marzane, confronté à une grogne sociale d'envergure, est secoué par une série de scandales. Corruption, pot de vin, espionnage, pratiques pour contourner la légalité internationale, autant d'affaires scandaleuses qui ont défrayé la chronique au sein même du Parlement européen. Malgré les accords de normalisation avec l'entité sioniste, le Marzane est aujourd'hui plus que jamais isolé sur la scène internationale. Les attaques sionistes s'intensifient au Moyen-Orient. 4 nouveaux massacres perpétrés à Raza dans des bombardements de l'occupant ces dernières 24 heures. Et au Liban, les frappes israéliennes ont fait au moins 51 morts et plus de 200 blessés dans une nouvelle salve ce mercredi. La menace d'une invasion terrestre se précise également à Amel Bouarba.
Ça se confirme de plus en plus. L'armée d'occupation sioniste compte bel et bien mener une invasion terrestre au Liban, alors que son aviation poursuit pour le 3e jour consécutif des frappes aériennes meurtrières sur le sud du pays, provoquant le déplacement de près d'1 million de Libanais. Dans l'immédiat, l'armée a annoncé poursuivre ces bombardements de grande envergure dans le sud et l'est du pays. Les Libanais vivent depuis quelques jours dans un climat de terreur. Le chef de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a dit craindre une guerre à part entière et que le Liban devienne comme la bande de Gaza, un champ de ruines, où les Palestiniens luttent pour survivre dans des conditions inhumaines. Les frappes aériennes massives de l'armée sioniste sur le pays du Cèdre ont fait près de 600 martyrs, dont des femmes et des enfants, et près de 2000 blessés, alors que la communauté internationale craint un embrasement dans toute la région. Ces attaques interviennent au moment où l'occupant sioniste poursuit son agression dévastatrice contre Gaza depuis près d'1 an, faisant plus de 41 500 martyrs, en majorité des civils, et provoquant un désastre humanitaire sans précédent. La cause palestinienne était présente à l'ouverture hier des 19e rencontres cinématographiques de Béjaïa. Rendez-vous incontournable des amateurs du 7e art et des professionnels du secteur. Cette édition a débuté par la projection en avant-première du film 6 pieds sur terre. Et c'est effectivement le titre du film de Karim Ben Salah. Les détails de notre envoyé spécial Mounia Garbi. Le club d'ouverture des 19e rencontres cinématographiques de Béjaïa s'est fait dans une ambiance musicale de folie. Au menu de cette soirée, la projection du court-métrage de Sarah Wood en soutien à la cause palestinienne, suivie de l'avant-première du film de Karim Ben Salah, 6 pieds sur terre. Alors ce qui a été le plus difficile à faire dans ce film, c'était de pouvoir faire rentrer tout le scénario en peu de temps. On avait un budget très serré et donc peu de temps de tournage et donc voilà, pouvoir faire toute l'histoire en peu de temps. Voilà, des fois on avait 3 décors dans la journée, beaucoup de déplacements, beaucoup d'acteurs, beaucoup de décors, tout ça. Voilà, c'était vraiment pouvoir rentrer le tout en peu de temps. 6 pieds sur terre, un film poignant autour d'un jeune homme, Sofiane, en proie à des questionnements identitaires, se retrouve employé dans des pompes funèbres musulmanes. Il est confronté à un choc des cultures générationnelles. C'est pas un rôle facile dans le sens où c'était un univers que je connaissais pas. Forcément, on y est confronté dans notre vie personnelle, de près ou de loin, mais là, il a fallu m'immerger dans ce monde des pompes funèbres et du rituel, apprendre, être au contact de ceux qui travaillent et essayer de reproduire ça du mieux qu'on pouvait à l'écran pour justement avoir cette véracité. Mais c'est vrai que c'était pas un rôle facile à interpréter parce que d'être au contact de corps morts, c'est pas courant. Au programme d'aujourd'hui, plusieurs courts-métrages en soutien à la cause palestinienne, ainsi que 2 longs-métrages, dont un en hommage au regretté Kateb Yassine, des hommes libres de Tarzout Razali. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.